Merci d'écouter Sounds Like Portraits. Bienvenue dans le 141e épisode saison 5 de mes conversations avec des humains créatifs. C'est Philippe Ingard. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur Spotify, Stitcher, Apple Podcast ou Google Podcast. Merci. Cette semaine, épisode en partenariat avec Sciences Po Paris, j'accueille Antoine Garapon, juriste et essayiste, à l'occasion de la sortie d'un ouvrage qu'il publie avec Jean Lassègue aux Presses universitaires de France, Le numérique contre le politique. L'occasion de mieux comprendre non seulement les nouveaux enjeux posés au droit par le numérique, mais aussi de réfléchir à notre façon d'habiter ensemble notre planète. Traditionnellement, le droit est lié à un découpage de l'espace. Il y a par exemple le droit interne ou le droit international, l'espace public ou l'espace privé. Avec le numérique, toute référence à l'espace s'efface au profit d'un point de vue purement algorithmique, c'est-à-dire d'un point de vue qui traduit tout en calcul. C'est le cas par exemple de la justice prédictive ou encore du calcul des polices d'assurance. Mais en perdant toute référence à l'espace traditionnel, à cet espace que nous vivons avec notre corps, que devient l'altérité dans cette nouvelle façon d'envisager le droit ? Et si la numérisation renvoie à cette dimension sans espace, il n'en reste pas moins que notre corps nous rattache toujours au présent et à l'espace sensible. Et c'est de cette appartenance hybride et tout à fait inédite à deux mondes en même temps dont il est question dans cet épisode. Le numérique menace-t-il la démocratie ? C'est la question de la semaine. Écoutez la réponse d'Antoine Garapon, mais pour commencer, il m'a parlé de ce que toute sa vie, il a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai cherché à comprendre comment fonctionnait la justice et plus encore, qu'est-ce que cela signifie d'être juste. Dans ce cadre-là, quel a été le point de départ de votre réflexion sur les enjeux de l'espace par rapport au droit? Parce que c'est une question tout à fait originale. La première chose qui m'a frappé pendant mes études de droit, c'était ces côtés très rituels de la justice qui avaient quelque chose de religieux. Voilà ce que je ressentais. Ce que je ressentais et je me suis dit, il faut élaborer ça. Et j'ai eu l'idée de comparer le procès à un rituel. En fait, je me dis, nous, on va en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on va à Vancouver pour voir comment réagissent des groupes ethniques, des sociétés à l'égard de l'inconnu. Ils font des danses pour faire tomber la pluie, par exemple. Et on s'intéresse à leurs rituels, on s'intéresse à leurs vêtements, aux danses, aux langues, aux chansons, aux hymnes, mais on ne s'intéresse pas de savoir si ça fait tomber la pluie. Et je me disais, mais si ces gens-là venaient en France et qui nous voyaient avec nos accoutrements, qui nous voyaient observer le silence, la gravité, ce langage qui n'est pas le langage ordinaire, dans des palais qui sont très, très chargés, avec des peintures au mur, qu'est-ce qu'ils penseraient ? Est-ce qu'ils s'intéresseraient au droit, l'article 1382, 1240 ? Est-ce qu'ils s'intéresseraient à savoir si il produit des effets ? Non, ils s'intéresseraient au rituel. Est-ce que vous leur avez posé la question ? Non, mais j'ai été frappé de ce qu'ils trouvaient ça normal que pour rendre la justice, c'était un moment grave. Et j'ai vécu même une expérience qui m'a pris des années à comprendre, c'est que pour les Chinois, ils n'ont pas du tout saisi cette dimension rituelle et quasi sacrée de la justice chez nous. Ils comprennent très bien le formalisme, mais que le droit fasse l'objet de cette sacralité chez nous, ça, ils ne comprennent pas. Vous évoquez le formalisme du droit, le rituel fait partie de ce formalisme du droit, c'est-à-dire de cette façon de mettre une forme pour pouvoir se parler, pour pouvoir sortir un petit peu des passions qui ont amené à des actes qu'on va juger. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il faut mettre des formes pour pouvoir se parler. Ce que vous dites est extrêmement important parce que c'est ce qu'on a voulu dire dans le livre à propos des réseaux sociaux. Et on dit que ce sont des paroles sans interlocution. On aurait dû dire des paroles sans espace d'interlocution. L'espace d'interlocution, c'est fait des codes sociaux,
de l'habillement. Quand on va en enterrement, on s'habille plutôt en sombre. C'est fait de tas de choses et qui fait qu'on se rend compte que la communication, pour produire son plein effet, elle a besoin d'être soutenue par tous ces rituels et ces rituels, ils reposent sur l'espace. Et dans le fond, le numérique, c'est en partie une disparition de l'espace. Vous savez ce que l'on dit souvent, le bonheur se mesure au bruit qu'il fait en partant. On pourrait dire, la force de l'espace se révèle au vide qu'il laisse en partant. Comment est-ce qu'on peut ressentir ce vide dans nos existences? C'est par exemple le sentiment de frustration de la communication que vous avez eue avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, qui vous est peut-être très cher, et vous dites, on s'est dit quelque chose, oui, on a vraiment communiqué, et en même temps, on a un sentiment de frustration de ce que tout notre corps n'ait pas pu être engagé dans cette rencontre. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxièmement, il est peut-être plus facile de dire des choses, de se dire des choses sans que le corps soit là. Pourquoi? Parce que la présence oblige. Lévinas avait une phrase magnifique. Il disait, qu'est-ce que c'est que la justice? C'est la coprésence devant un tiers de justice. Et je trouve cette phrase très profonde. C'est ce que dit la langue française avec le terme de comparution. On est ensemble. Tout d'un coup, mon ex que j'agonie d'injures, dont je pense le plus grand mal, je suis à côté d'elle ou à côté de lui. Et du coup, j'éprouve quelque chose de sa présence qui fait que je ne peux plus dire n'importe quoi. Et le problème des réseaux sociaux, c'est que il est possible que mon ex entende tout mon dialogue intérieur à son égard. Donc, c'est ça qui ne va pas. Et si je puis me permettre pour nos amis juristes, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le droit. Dans le droit, c'était un milieu, j'espère qu'il le demeurera, un milieu de courtoisie. On est capable de parler à un avocat qui pense absolument le contraire de soi, on se parle courtoisement et on s'écoute et on parle alternativement. Une très grande force du droit, c'est d'avoir organisé cet espace d'interlocution, mais c'est vrai aussi de la doctrine. Ça reste un milieu extrêmement civilisé, le droit. J'espère que cela demeurera. Et donc, pourquoi une société éprouve le besoin de se surcharger de rituels au moment où elle est troublée par un crime, par un désordre social, par quelque chose qui fait qu'on a besoin d'en rajouter. Tout ça sont des choses qui me semblent structurer la vie sociale. Alors, il faut qu'il change, il faut que ça évolue. Je ne suis pas du tout conservateur, mais je pense que ce que nous montre le numérique fait des choses formidables. L'intelligence artificielle peut faire des progrès de géants aux sciences, à la neurobiologie, et même à la justice. Je ne suis pas du tout nostalgique de ça. Mais je pense que l'illusion, c'est de nous faire croire qu'on pourrait vivre en dehors de notre corps et qu'on pourrait vivre socialement en dehors de cette coprésence les uns aux autres. Alors, on est en train de parler des rapports entre l'espace et le droit, et vous dites qu'au fond, il y a une révolution numérique qui est en train de se passer, dans laquelle nous sommes. Mais ce que vous dites dans le livre, c'est que cette révolution numérique, elle commence bien avant l'apparition de l'ordinateur. Elle commence avec la remise en question de la notion d'espace au XIXe siècle. Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé au XIXe pour qu'on arrive à ces questions très concrètes qu'on aborde aujourd'hui? Ce que nous apprend l'histoire des sciences, c'est qu'au XIXe siècle, les mathématiques sont mises en difficulté parce que la géométrie qui garantissait la véracité de tous les présupposés, de tous les énoncés mathématiques, peut aboutir à des conclusions contradictoires, des apories. Ça s'appelle la crise des fondements en mathématiques. Et qu'est-ce que va faire Hilbert, un grand mathématicien allemand? C'est de dire, on va coder toutes les propositions et on va résoudre par l'arithmétique les problèmes de la géométrie, c'est-à-dire qu'on va résoudre les problèmes de la géométrie, qui est une spatialisation, par un codage numérique déspatialisé, une suite de nombres, qui va nous permettre de résoudre les problèmes. Alors, ça donne lieu à un débat mathématique intense, mais il y a deux mathématiciens, il y a Gödel et puis il y a Turing, qui est, on pourrait dire, le père fondateur, un des ancêtres de l'informatique. Turing dit, oui, tout est calculable, mais tout ce calculable est adossé à une dimension incalculable. Et donc, il met en garde en disant, attention, il y a toujours une part d'incalculable.
Et aujourd'hui, quand on regarde les débats autour de l'informatique, on se rend compte qu'il y a un engouement tout à fait justifié pour l'intelligence artificielle, mais il y a une illusion, c'est de croire que l'intelligence artificielle ou que le numérique va rendre le monde entièrement calculable en le déspatialisant, en transformant toute réalité spatiale en une suite de nombres sur laquelle on va pouvoir travailler et à partir de laquelle on va pouvoir élaborer. Si je comprends bien, ce qui se passe, c'est que à la suite de cette crise, notamment au 19e siècle, le calcul a remplacé la géométrie, c'est-à-dire que toute référence au corps, au sol, à l'espace physique a disparu. Et ce que vous dites, c'est que ce n'est pas seulement à l'espace physique, c'est aussi à l'espace symbolique. Oui, parce que en fait, les deux sont indissociables. Ce qui a été passionnant pour moi dans ce livre, dans cette recherche depuis des années sur le numérique, c'est de me rendre compte qu'il y a une continuité entre l'espace et la normativité, y compris la normativité juridique. Il y a une continuité parce que, in fine, le droit est adossé à un espace. Ce qu'on Le peut dire, droit, c'est qu'il n'y a pas de loi sans territoire et sans souveraineté. C'est ça que ça veut exactement, dire au fond. exactement, et qu'il n'y a pas de loi. L'interprétation, c'est toujours une affaire aussi d'espace, parce que l'espace, c'est une construction par des signes. C'est une construction par des signes que nous domestiquons et par lesquels nous arrivons à vivre et à mieux vivre. Par exemple, l'expérience de Victor Hugo qui prend le train entre Bruxelles et Anvers en 1840. Il vit une expérience extraordinaire, parce que quand il baisse les yeux, les coquelicots ne sont plus que des traînées rouges. Et comme c'est Victor Hugo, il le décrit de manière absolument magistrale. Et je crois qu'aujourd'hui, moi-même, et peut-être vous-même, vous avez pris le métro, vous avez pris le RER ou le train, et ça ne vous a pas ému plus que cela. Autre exemple, c'est la montre. La montre est peut-être la technologie la plus révolutionnaire qui soit quotidiennement dans nos vies, tellement qu'elle est accrochée, ou elle était accrochée à nos poignets. Et en fait, elle nous ajuste au monde par un mécanisme sur lequel nous ne pouvons rien, qui nous dit quelle heure il est et qui nous permet de coordonner nos actions. Eh bien, l'espace, c'est une construction symbolique et donc c'est un échange entre nous de manière dont nous organisons nos perceptions. C'est vrai depuis les Grecs. Pour les Grecs, il n'y avait que des lieux. Il n'y avait pas d'espace, il y avait des lieux. Et puis, avec Descartes, et puis 17e, 18e, il y a cette idée d'espace mathématique. Mais l'espace mathématique, c'est une donnée scientifique. Il est inhabitable. On n'habite pas dans des abscisses et des ordonnées, dans quelque chose de transcendantal. Vous évoquez ces changements numériques dans notre époque et précisément si on en vient au droit, ce que vous dites, c'est que le droit devient une écriture sans référence à l'espace justement traditionnel, à l'espace que l'on peut éprouver. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que vous le liez à ce que vous appelez une révolution graphique, une révolution de l'écriture de droit, et c'est passionnant cette façon d'exprimer justement comment ces changements interviennent dans le droit. Tout à fait. Je vais vous raconter une histoire vraie, qui est la prévision de la délinquance. Quand vous avez des forces de police, vous avez 3 brigades, 3 patrouilles pour votre arrondissement parisien. Où est-ce que je les mets? L'idée, c'est de trouver l'endroit où ils vont être au bon moment, au bon endroit pour pouvoir arrêter les malfaiteurs ou empêcher un crime. Pour ça, comment prévoir l'imprévisible? On a remarqué que quand il se produit un cambriolage quelque part, il y a un autre cambriolage qui se produit en général pas très loin avec le même mode. Et donc, ils ont dit, on va comprendre la survenue de la délinquance dans un arrondissement en prenant des modélisations de la sismologie, c'est-à-dire de la science des séismes. Et dans la science des séismes, ils ont pris que des modèles mathématiques. À partir de cela, on a fait des logiciels qui permettent de prévoir où vont se produire les délits. Est-ce que ça fonctionne? De mieux en mieux, alors ça fonctionne beaucoup moins bien qu'on le dit. Ça, c'est la première chose. C'est toujours surannoncé, survendu. Maintenant, il y a par exemple des logiciels qui ont repéré que quelqu'un qui s'apprête à voler dans des voitures, à faire du vol à la roulotte, ou quelqu'un qui s'apprête à agresser une femme la nuit, il a un comportement particulier, il a des gestes particuliers. Et donc, on va modéliser ces gestes et en mettant des caméras de surveillance,
les gens qui auront les mêmes gestes que lui, eh bien, on va les surveiller de très près. Et puis, si on croit ça avec la reconnaissance faciale, on peut l'identifier, trouver son casier judiciaire, on peut faire des tas de choses extraordinaires. On est un peu dans la science-fiction, mais c'est pensable. Ce qui me vient, c'est que est-ce qu'on n'est pas en train de modéliser les préjugés, tout simplement, sous couvert de techniques et justement d'abstraction? Tout à fait, mais vous avez tout à fait raison, parce que les préjugés ne peuvent être combattus que par la discussion et la délibération. Si on prend quelque chose comme l'antisémitisme, le racisme, c'est par une explication, c'est par une interconnaissance, c'est par l'histoire, c'est par les sciences sociales, c'est par la politique qu'on va les combattre. Et puis, par le fait de dis-moi qui tu es, moi je vais te dire qui je suis, puis qu'est-ce qu'on a à faire ensemble. Et cet acte absolument fondateur de l'interlocution. On voit qu'il fonde l'espace politique. Et on voit qu'aujourd'hui, par exemple, dans le débat de notre pays, je suis frappé de ce qu'il y a de plus en plus de discours qui ne cherchent pas l'interlocution, qui cherchent à agréger à eux-mêmes par une sorte de fusion spontanée, quasiment réflexe des personnes. Et donc, on est à un siècle, malheureusement, de construction quasi vertigineuse de préjugés. Vous dites que le numérique abolit l'espace traditionnel et pourtant, on parle de cyberespace. Alors, est-ce que c'est vraiment un espace? Alors, non, 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 ce n'est pas un espace, c'est un espace d'illusion. Et le métavers aujourd'hui, la métavers de la société Meta, ex-Facebook, elle entretient cette illusion. Et donc, elle va entretenir cette frustration. On va pouvoir se rencontrer sur Internet. Nos doubles vont pouvoir se rencontrer sur Internet. On va pouvoir échanger des biens sur Internet. Et donc, il pousse l'illusion d'un cyberespace, il lui fait passer à un degré d'intensité supérieur. La grande difficulté, à mon avis, ça va être cette déspatialisation poussée à l'extrême, en ayant l'illusion qu'on est dans un espace en état d'apesanteur, un espace dont on n'aurait pas les servitudes de l'espace. Est-ce qu'on peut prendre quelques exemples sur ce que devient le droit lorsqu'il est réduit finalement à un calcul? Vous évoquiez tout à l'heure la justice prédictive. Est-ce qu'on peut prendre d'autres exemples pour illustrer justement ce que devient le droit quand il se réfère à autre chose que l'espace dans lequel nous sommes, nous vivons depuis longtemps? Alors, par exemple, pour la responsabilité médicale, on peut très bien imaginer que, en fonction de l'expérience du chirurgien, du niveau d'équipement de la clinique, de l'état de santé du patient à opérer, de ce qu'on sait de son génome, bon, les statistiques traditionnelles sur la pathologie qu'il présente, on peut obtenir une probabilité très fine des chances de succès d'une opération. Et donc, le droit de la responsabilité d'un professionnel qui décide prodiguer un geste thérapeutique en conscience vis-à-vis d'un autre homme disparaît parce qu'il y a un élément clé là-dedans dont on parle très peu, trop peu, qui sont les compagnies d'assurance, qui vont dire, bon, vous faites ce que vous voulez, c'est vous le chirurgien, mais nous, on assurera en fonction de ce que nous dira la machine. Dans tout le domaine prédictif, il y a une difficulté, c'est qu'on parle de justice prédictive en se mettant à la place des juges. Mais en fait, la justice prédictive, ça affecte les banques qui peuvent accorder un crédit exclusivement sur des bases algorithmiques, l'administration, on le voit très bien avec l'affectation en université. Pourquoi? Parce qu'il y a, par certains côtés, le numérique désymbolise le droit, entendu comme un moment de suspension justement des rapports de force pour le réguler. Et ce que l'on voit, c'est que ce qui est très numérisé est opaque, difficilement contrôlable, difficilement régulé, et nous emmène tous dans un rapport de force par certains côtés pré-juridiques. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a toute une réflexion sur la finalité qui est complètement occultée. Par exemple, quand les compagnies d'assurance interviennent dans une opération, c'est évidemment le profit qui est leur horizon. Quand d'autres acteurs interviennent dans le droit, c'est plus la vérité ou la justice, ce sont leurs propres intérêts. Et ça, c'est assez caractéristique de ce monde numérique que de cacher, que d'être une puissance qui cache ses finalités, tout simplement peut-être parce que c'est un pouvoir immense.
Oui, vous avez raison, parce que cette déspatialisation, en fait, elle n'est jamais totale. Elle n'est jamais totale parce qu'on est en raison de notre condition spatiale, en raison de la dimension spatiale de la condition humaine. On a un corps, nous sommes mortels et nous continuons d'être animés par les mêmes passions tristes, parfois heureuses, mais souvent tristes, que tous nos prédécesseurs dans l'histoire. Ça veut dire que le profit, l'intérêt, la prédation, la domination. Et aujourd'hui, je constate comme vous qu'on est dans une situation qui est très préoccupante et très nouvelle. 1989, on pense naïvement que la démocratie a triomphé et qu'il suffit d'attendre que tous les pays reviennent tôt ou tard à l'OMC ou dans le marché capitaliste. C'est le contraire qui se produit. On voit naître des mastodontes non démocratiques comme la Chine, la Russie et tant d'autres pays qui vont se servir de la déspatialisation pour capter nos esprits. Pour capter nos esprits. Il y a cette idée qui est en vogue actuellement dans les états-majors, c'est de se dire que le nouveau terrain de la guerre, c'est le human mind. C'est comment on va capter les cerveaux. Alors, quand on y réfléchit, c'est assez évident parce que qu'est-ce que font les GAFAM ou qu'est-ce que font les géants du numérique? C'est qu'ils captent notre attention pour pouvoir orienter nos achats et, à des fins pacifiques d'ailleurs, hein, bon, parfois maléfiques, mais la plupart du temps pacifiques, simplement pour la consommation, pour augmenter leurs profits. Donc, ils cherchent à capter nos cerveaux, augmenter l'heure d'occupation de nos cerveaux. Mais jamais Staline ou Hitler n'auraient rêvé ça dans leurs rêves les plus fous de domination, qu'on puisse rentrer directement dans le cerveau des gens et qu'on puisse les influencer quand on sait que les dernières élections fédérales allemandes, le premier site qui organisait la pensée des Allemands sur l'Allemagne, sur leur propre pays, c'était Russia Today, avant Die Welt, avant le Spiegel, etc. Moi, je trouve cette réalité inquiétante parce que c'est le rapport des Allemands à eux-mêmes hein, qu'il s'agit. Mais ce qui est fascinant, c'est que toute cette critique qu'on fait en ce moment dans notre conversation de la justice prédictive, du numérique, en même temps, on est tous, vous et moi, fascinés par ces programmes informatiques qui permettent finalement de s'en remettre à un programme. Et je me pose la question, pourquoi nous sommes autant fascinés par quelque chose qui ne va pas dans le sens de notre liberté, de notre émancipation finalement? Parce qu'elle nous décharge en partie de la difficulté d'être un animal politique et symbolique. Et donc, ça, c'est toujours, comment dirais-je, quelque chose de fascinant. Alors, moi, avec Jean Lassec, on parle de délégation aux machines. On pourrait poser ça en termes d'équation, comme l'a fait un juriste américain, en disant l'homme et la machine seront toujours plus forts que l'homme seul ou que la machine seule. C'est-à-dire que les logiciels prédictifs peuvent être extrêmement utiles pour les juristes, extrêmement utiles, à condition de savoir s'en servir et à condition de les intégrer à une politique publique pour rendre les décisions de justice plus fiables et plus rapides. Et je vois très bien comment on pourrait y arriver. Un cancérologue me disait aujourd'hui, c'est absolument impensable de faire la cancérologie sans l'informatique. Parce que je rentre des tas de données et à partir du moment où j'ai des informations, je reprends moi parce que je connais mon patient, etc., etc. Je pense la même chose des juristes. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faut se servir des outils informatiques pour devenir plus intelligent de ce que nous faisons et pour prendre de meilleures décisions. Et ne pas croire naïvement que les machines vont dessiner à notre place. Ça c'est impossible. Oui, mais c'est pas ce que j'ai compris à la lecture de votre livre. Ce que vous dites, c'est que le droit, non seulement dans ses dispositions, mais dans la façon même dont il est écrit, influence notre façon de penser, notre façon de juger, je dirais, sans qu'on s'en rende compte, à nos dépens. C'est beaucoup plus insidieux que cette séparation un peu, je Oui, dirais, tout à fait. spatialisée entre le numérique et le non numérique. Le numérique, il est en nous quelque part. Exactement. Exactement. Il est en nous parce c'est un nouveau mythe. Et je suis frappé à lire, par exemple, sur l'intelligence artificielle. On fréquente avec Jean Lassec des mathématiciens de haut vol, et toujours, plus le niveau du mathématicien ou de l'informaticien est élevé, plus sa modestie est grande.
Et plus il nous dit, bon, l'intelligence artificielle, oui, oui, elle peut faire des petites choses, mais elle va pas résoudre. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. On est loin du compte. On a des espoirs qu'il faut bien sûr encourager, mais la difficulté, je renverserai votre question, c'est comment demeurer homme? Comment demeurer des êtres politiques? Comment demeurer des êtres symboliques? Et donc qui habitons un espace, qui entretenons, comment dirais, cette chaîne de production de la civilisation qui part de l'espace physique avec des codes sociaux qui fait qu'on ne se comporte pas dans l'espace de la même manière si on est dans une église que dans une boîte de nuit, etc. Et toute cette construction qui est très importante pour nous conduire en société. Je prends l'exemple des réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux deviennent une question très préoccupante pour l'avenir de nos démocraties. Il y a un terme que j'ai pas trouvé dans votre livre, mais qui m'est venu à la lecture, c'est celui d'incarnation. La question, c'est comment être ou vivre notre incarnation ensemble. Parce que c'est ça la question. La question derrière toutes ces problématiques numériques, c'est qu'on fait comme si on n'avait pas de corps, un peu à l'image de quelqu'un qui regarde son portable, qui a la tête plongée dans son écran et puis qui a le corps sur le sol. Et on vit cette séparation et on est en train de parler des effets de cette séparation sur le droit. Vous avez raison. Alors, il y a plusieurs notions qui sont proches. Il y a l'incarnation, qui est une notion bien sûr théologique, qui a eu un rôle extraordinairement important pour la construction de l'Occident. Il y a aussi le terme qui est plus de Claude Lefort sur l'incorporation et la désincorporation démocratique, c'est-à-dire le fait qu'en démocratie, à la différence des autres régimes, on ne peut pas se figurer l'être collectif dans un corps comme dans le corps du souverain ou le corps du dictateur ou le grand un totalitaire. La démocratie est un régime qui prédispose en quelque sorte à cette évaporation de l'espace, cette désincorporation. Et justement, Lefort a une expression qui devrait beaucoup interroger les juristes, quoi, qui nous a fait beaucoup réfléchir avec Jean Lassalle, qui dit qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est le lieu vide de la loi. On ne sait jamais avec une totale certitude ce qui est légitime et ce qui n'est pas légitime. C'est l'objet d'une délibération permanente. La démocratie, c'est un espace. C'est un espace public, c'est le lieu vide de la loi. Le droit est un espace. Et la justice, c'est une spatialisation des rapports sociaux. Et donc, pour moi, juriste, c'est une source de réflexion extrêmement riche sur comment est-ce qu'on peut rester moderne, j'ai bien rester moderne, avec le numérique et continuer d'être des animaux politiques et symboliques. Derrière ce que vous évoquez comme cette perte de l'espace traditionnel, concrètement, c'est le rapport violent des corps entre eux qui est en jeu. Est-ce que cette numérisation du droit, cette numérisation de nos vies, est-ce qu'elle ne permet pas une violence brutale que tout le droit a cherché depuis le début à canaliser et en tout cas à essayer d'apaiser ou à orienter? Je partage absolument ce point de vue et c'est bien le risque. Et c'est pour ça que la brutalisation des rapports sociaux que l'on constate tous les jours dans notre pays, on pourrait prendre l'exemple de MeToo, ce qui montre l'ambivalence, c'est-à-dire que MeToo fait un travail formidable et la libération de la parole par les réseaux sociaux a fait faire des progrès à la démocratie considérables. Mais ce mouvement a beaucoup de mal à passer à la deuxième étape, c'est-à-dire comment on dépasse la violence par un nouveau consensus sur la manière juste de régler les rapports sociaux. Et là, panne totale, panne symbolique. C'est-à-dire, oui, il faut réparer, d'accord, il faut réparer, mais la justice, bon, il faut se parler. La présomption d'innocence, avant d'être une garantie, c'est une présence physique. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce qu'il a à dire? Auditur alteram partem. Écoute l'autre partie, écoute ce qu'il a à dire. Et donc, effectivement, il nous faut pas réinventer, mais redécouvrir et être capable de valoriser le détour contre l'immédiateté, par exemple concernant le numérique, se sentir de nouveau héritier d'une longue histoire qui n'a pas commencé avec Apple.
Vous citez dans votre livre les propos de deux responsables des compagnies qui sont dans la constellation de Google, Eric Schmidt et Jared Cohen, qui affirment tous les deux: l'immense majorité d'entre nous sera amenée à vivre, à travailler et à être gouvernée dans deux mondes à la fois. C'est-à-dire le monde de l'espace traditionnel, disons, et le monde numérique. Expliquez-moi ce que ça veut dire. C'est tout à fait ça, parce que la déspatialisation, c'est la capacité de jouer sur les deux espaces, en fait. Hein. C'est la déspatialisation, c'est pas d'imaginer qu'on va vivre sans espace, c'est être capable de jouer sur la maîtrise du passage espace-non-espace. C'est vrai au point de vue économique pour les GAFAM qui sont à la fois le cadre du marché et un acteur de marché dans ce marché, ce qui pose un problème en termes de concurrence. Et donc, vivre dans deux mondes à la fois ne semble pas possible. Par exemple, faire un petit détour par une métaphore, notamment celle qui nous réunit aujourd'hui. Sur un écran, on voit des images parallèles, des regards parallèles. Ce pas des regards qui se croisent, ce sont des regards qui sont disposés de manière parallèle. Nous sommes en train de nous parler par Zoom, donc il y a une petite fenêtre où je vous vois, il y a une petite fenêtre où je me vois, et les deux images sont juxtaposées. Exactement. Exactement. Et je peux très bien me parler à moi-même. Je peux me parler à moi-même. Bon, c'est très, très visible quand il y a une réunion ou quand il y a un procès sur Zoom. On voit des images qui sont collationnées et des regards parallèles qui n'ont pas de perspective commune. Et on pourrait élaborer là-dessus en disant la naissance de la perspective au Moyen Âge, quoi, à la fin du Moyen Âge, à la Renaissance, la perspective, c'est ce qui m'intègre, moi, et qui ajuste ma présence dans une œuvre d'art. Finalement, c'est une forme symbolique. Et il y a tout un jeu de métaphores. Un pays, c'est une perspective commune sur le monde. Il me semble qu'on ne fait pas un monde avec deux regards parallèles. Bon, ça peut être un moment, mais on ne va pas faire un monde. Un monde, c'est une perspective commune. Mais c'est intéressant de voir que vous citez une phrase partagée par deux présidents de Oui, CIO de deux compagnies qui dominent l'espace numérique et oui, l'espace traditionnel. et qui refuse toujours d'appartenir à un espace politique. Et le fait de ne pas payer ses impôts, pour moi, ça me semble extraordinairement révélateur de cette position. Appartenir à un espace, c'est contribuer à cet espace, à tous les sens du terme. Et eux, ils estiment qu'ils n'ont pas à contribuer. Finalement, ils ne sont pas de ce monde. Ils sont à la fois dans le monde, parce qu'ils organisent les rapports sociaux, mais ils ne sont pas dans un espace politique. Ils ne sont pas redevables à une loi qui les a institués. C'est exclusivement une maîtrise technique qui les a institués et ils continuent de vivre sur cette exception. Comment est-ce que vous envisagez l'évolution de cette révolution numérique? Parce que à l'étape de notre conversation, on est en porte-à-faux. Ces deux dirigeants de compagnies de la Silicon Valley disent que l'immense majorité d'entre nous sera amenée à vivre dans deux mondes à la fois, et vous vous dites, on ne vit pas dans deux mondes à la fois. Évidemment, le sens du mot vivre n'est pas le même, mais quelle est votre vision de ce que nous sommes en train de devenir? Et puis, est-ce qu'il y a un antidote à cette dérive Alors, démocratique? je vais venir à la question de l'antidote parce que ça, je n'ai pas malheureusement de solution. Mais revenons d'abord sur l'affaire de monde. Quand on dit un monde, précisément ce qui fait monde, c'est quelque chose comme le langage ou comme le symbole ou comme les traditions historiques, culturelles, religieuses, géopolitiques qui font que on partage une certaine vision sur quelque chose. Et donc, on ne vit pas dans deux mondes parce que je ne pense pas que le numérique soit un monde. Je pense que le numérique est plutôt une manière de désymboliser par le calcul qu'une manière de construire quelque chose. De construire quelque chose qui ressemble à un monde. Par certains côtés, il est, au mauvais jeu de mots, il est immonde. Et je crois que dans ce sens-là, tout succès technique rencontre un désir secret d'une société. Notre désir secret, c'est de croire nous rencontrer sans nous rencontrer, c'est de pouvoir nous éviter, c'est de pouvoir faire apparaître et disparaître l'autre, c'est de pouvoir nous épargner la rugosité du monde.
il me semble de ce côté-là que c'est l'expérience numérique, c'est le contraire d'une expérience du monde. C'est une promesse qui résonne par rapport à une peur. Quand on a peur, on n'a pas envie de rencontrer. Oui, Mais oui, quand oui, on est confiant, c'est oui, peut-être pas bien sûr. forcément le cas. Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. La confiance, elle vient d'une expérience du monde. Et par certains côtés, le calcul a un aspect, comment dirais-je, il inspire plus de confiance parce qu'il y a une automaticité qui a remplacé la symbolicité. Il y a une automaticité qui fait que le résultat dans des conditions identiques sera toujours identique. Et donc, c'est une immense sécurité. Mais l'erreur serait de croire que tout est calculable au sens que notre vie puisse être programmable. L'erreur, c'est de penser que tout est quantifiable, alors qu'il y Exactement. a une fondamentale qualité dans la vie qui est, comment dire, impossible à mettre dans des catégories et à quantifier. Exactement. Et donc, il me semble que de ce côté-là, le numérique flatte quelque chose d'une sorte de sécurité, mais de sécurité à très très court terme, de fausse sécurité qui en fait nous insécurise beaucoup plus. C'est amusant, il y avait une expérience qui a été faite il y a des années, qui était de pucer les cartables des enfants pour les géolocaliser. On mettait une petite puce informatique dans le cartable ou sur l'enfant, comme ça on était sûr de ne pas le perdre. Et en fait, savoir que leurs parents savaient tout le temps où ils étaient était quelque chose qui était un peu inquiétant. Il est apparu que c'était beaucoup plus sécurisant pour un enfant de se repérer lui-même dans l'espace. Comment je trouve mon quartier, comment je vois que tel commerçant il est sympa, et donc qu'il puisse maîtriser son évolution dans l'espace tout seul, plutôt que de savoir qu'il est pucé et suivi. Je suis frappé de voir comment cette révolution numérique nous amène finalement à retrouver de façon consciente des gestes qui étaient presque natifs entre parents et enfants. Et il y avait une forme de confiance primaire par rapport au monde. Et on est en train de retrouver peut-être pas cette confiance, mais ce besoin de confiance comme étant à la source de la façon dont on grandit, la façon dont on mûrit comme être humain. Oui, alors il faut pas que ça vire à l'obsession, mais je pense que la confiance, elle est liée à l'espace. C'est-à-dire, la confiance, c'est savoir s'orienter dans l'espace, c'est savoir s'orienter dans la vie. On n'a pas parlé du temps qui est en philosophie lié avec l'espace, Alors, tout aussi à fait. parce que peut-être que le temps, il a aussi une apparence, il est compressé, tout comme l'espace est compressé à être finalement, non pas rien, parce qu'il y a toujours du temps, mais quelque chose qui n'a rien à voir avec l'expérience incarnée que l'on peut en faire. Exactement. Et je vais prendre un exemple qui va parler aux juristes parce que j'en viens toujours comment dirais-je, ma trajectoire de juriste et réfléchissant sur la part symbolique et la part rituelle de l'injustice. Lorsque, dans ce qu'on appelle le vigilantisme numérique, vous accusez quelqu'un avec une preuve de ce qui est le ressort de beaucoup de réseaux sociaux, dans le même geste, dans ce même tweet, il y a un acte d'accusation, il y a la preuve, il y a un jugement, il y a le bannissement. Et donc, toutes ces opérations qui étaient séquencées dans un procès et qui devaient être séquencées, parce que précisément l'accusateur prend un risque en accusant, parce qu'il faut montrer ses preuves qui peuvent être insuffisantes, parce que le jugement, c'est une délibération, parce qu'il y a toujours celui qui juge n'est pas celui qui exécute la peine, etc. Et ce séquençage disparaît. C'est-à-dire l'évidence, la promotion de l'évidence, de la spontanéité, de l'immédiateté va correspondre, et ça me semble tout à fait normal, à une disparition du temps comme séquençage de toute action sociale. Moi, je suis pour l'attente, attendre pour aller voir un médecin ou attendre quelque part. Et puis si on y pense, l'ennui, quand on va jusqu'au bout, c'est là qu'on trouve le désir. Et je pense, je ne sais pas si c'est votre expérience, mais comment on découvre la lecture quand on s'est bien ennuyé et que tout d'un coup on se lance dans la lecture. Voilà une situation très concrète d'incarnation qui n'existe pas dans les injonctions du monde numérique. Et vous avez parlé de désir. J'approuve, j'applaudis des deux mains parce que l'attente, l'ennui, c'est la matrice du désir. Peut-on jouir de quelque chose qu'on n'a pas intensément attendu?
Il me semble que ces expériences primaires de l'ennui, de l'attente, de l'inquiétude, je me souviens d'arrêts dans mes études de droit où ça me prenait quasiment un samedi après-midi de retrouver le bouquin, de photocopier. La photocopieuse était en panne, il fallait le relire, il fallait prendre des notes. Bon. Mais cet arrêt-là, il était gravé dans ma mémoire pour toujours. Quand je l'ai en 2 clics, je le lis, j'exploite, mais il est oublié en 2 clics. Antoine Guérapon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, une fois qu'on a compris le sens de vos analyses sur la numérisation, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas aller dans le sens d'une perte de liberté, d'une perte de bonheur, aussi d'une perte de partage, d'une perte de rencontre? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je crois qu'il faut retrouver une expérience sensible de l'existence. Et je reviens à Camus qui m'accompagne, que je lis et que je relis beaucoup, et une description de Camus d'assister à un match de football et d'être ensuite dans le bistrot où il y a l'équipe, les supporters de l'équipe qui a perdu, qui se racontent le match. Bon, tout ça à Alger, bon, dans une ambiance pied noir formidable. Et finalement, ce que permet la littérature, ce que permet la culture et ce que permet la démocratie, c'est une expérience démocratique de la vie. C'est une expérience unique. Et donc, il me semble que de retrouver cette expérience sensible, de la valoriser, d'en saisir le sens, nous permettra de retrouver le sens des choses que n'apporte pas le numérique. Alors ça, c'est une réponse qui concerne nous en tant qu'individus, mais je pensais que vous auriez fait référence à l'attitude de l'État chinois dont les régulateurs imposent par la contrainte, de façon très très dure, des limitations à tous les acteurs du numérique, que ce soit par exemple les consommateurs de jeux vidéo dont le temps de jeu est limité à 3 heures par semaine quand ils sont mineurs, ou les entreprises, ce qui amène certaines comme LinkedIn, comme Fortnite, dernièrement comme Microsoft, comme Yahoo, à abandonner le marché chinois, c'est-à-dire à des dispositions réglementaires politiques. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude de l'État chinois par rapport à cela? Alors, je pense que l'État chinois, c'est un État tutélaire, c'est un État qui doit remplir sa médiation avec le ciel. Le Parti communiste a chaussé finalement les mules de l'administration impériale, qui était, comme on sait, une administration extrêmement efficace et aussi extrêmement intrusive de la vie des gens. Et donc, c'est une réaction que je ne qualifierais pas de totalitaire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une réaction d'un État tutélaire qui remplit une fonction tutélaire. Et la difficulté qui est devant nous, c'est de retrouver le sens, le goût de la démocratie, qui me semble avoir déserté une partie de nos sociétés, peut-être même de notre jeunesse d'ailleurs. Et donc, de retrouver le goût de la démocratie. On ne peut pas avoir une régulation autoritaire, tutélaire des réseaux sociaux et du numérique. Il faut se protéger à l'égard des intrusions, notamment russes et notamment chinoises, mais l'enjeu pour nous, c'est de rester démocratique, c'est d'accepter de continuer cette aventure. Et c'est ce que je déplore, c'est que le numérique ait accentué une sorte de fatigue démocratique. Je trouve ça terrible parce qu'il s'adresse à nos désirs, désirs d'immédiateté, désirs d'accélération, désir de vivre plusieurs vies en une, désir de vivre dans plusieurs mondes, au détriment de la volonté. Ce qui fait le citoyen, bah, relisons les classiques, c'est la volonté. Il y a de la volonté générale qui est en nous. De ce côté-là, je suis très rousseauiste. Et donc, on est citoyen quand on a envie de devenir un citoyen. On est en démocratie quand on a envie de la démocratie et on y consacre sa volonté. Ce n'est pas du tout le désir qui est flatté par Internet. Et je crois qu'on trouvera de solution, nous, dans les pays démocratiques, vis-à-vis de l'Internet, qu'en réveillant la volonté. Je vous ai posé beaucoup de questions. Est-ce que vous avez une question à me poser? Oui, ce serait de savoir quelle est votre solution, si je puis m'exprimer ainsi. Dans quelle direction on pourrait retrouver le chemin de la liberté et de la démocratie et de s'éloigner du chemin de la servitude? J'aime bien votre réponse qui consiste au fond concrètement à dire, revenir au sensible, bah, éteignons les portables, éteignons nos rapports à ces médiations qui n'en sont pas,
qui ont l'apparence de médiation, mais qui en fait sont des impasses symboliques, c'est-à-dire qu'elles ne nous amènent pas à grandir si on n'a pas en nous cultivé, si on n'a pas en nous les outils pour grandir, c'est-à-dire les livres, c'est-à-dire le temps, c'est-à-dire l'ennui, c'est-à-dire le silence. Vous citiez Lévinas tout à l'heure, ça passe par le fait d'avoir un visage en face de soi. Oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, moi, j'ai un ami une amie d'ailleurs, qui propose une sorte de Shabbat numérique. Un jour par semaine, sans portable, sans écran. Un jour où on n'est que dans le monde sensible et on s'impose ça comme un exercice, comme un exercice. Je suis très frappé de, quand on lit les textes d'un monde qui n'est pas si lointain, l'importance de l'exercice précisément pour contrôler l'impétuosité du désir en soi. Le désir est surexcité par le numérique et que c'est bien à l'intérieur de nous-mêmes que se joue quelque chose. C'est un certain désir qui est démultiplié par le numérique. C'est pas Oui, le désir d'être, c'est le non. désir d'avoir avec toutes ces déclinaisons identitaires, ces déclinaisons de possession, ces déclinaisons de paraître. Pour répondre à votre question, moi je crois que enfin, la lame de fond que je trouve intéressante, qui se profile derrière, c'est vraiment de retourner à des choses extrêmement simples, c'est d'essayer de savoir ce que signifie être. Non pas être ceci ou être cela, mais être. Je vais sortir de l'espace concret, même si je suis de l'autre côté de l'océan, je vais sortir de l'espace concret dans lequel je me trouve et je vous propose d'ajouter ce que vous souhaitez à cet entretien pour que vous ayez le dernier mot. Eh bien, il me semble que aujourd'hui, c'est bien en termes d'avoir et être qu'il faut poser la question du droit ou se reposer la question du droit. Avoir ou être, le numérique est du côté du quantitatif. Il ajoute, il procède d'un calcul, il est non seulement déspatialisé, mais il quantifie tout. Et l'immense entreprise auquel nous devons participer, auquel le droit doit participer aussi, c'est de se repenser de nouveau à partir de l'être. Merci Antoine Garapon d'avoir partagé votre histoire et votre réflexion dans cet épisode. Antoine Garapon et Jean Lassègue viennent de publier Le numérique contre le politique aux presses universitaires de France. C'est le deuxième volume d'une réflexion qui avait commencé dans Justice digitale, révolution graphique et rupture anthropologique, publié également aux presses universitaires de France. Cet épisode a été coproduit par Ça s'est dit à la revue, le podcast de la revue des juristes de Sciences Po Paris, et Sounds Like Portraits, un podcast dédié à la créativité dans tous ses états, produit et animé par Philippe Ingard. Musique Charmeuse de serpent, composée et dirigée par Olivier Glissant. C'était Philippe Ingard. À bientôt.